il y a un député, en juillet, donc c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, le 8 juillet, qui a proposé que les autoroutes soient renationalisées, qu'on ait une société publique qui gère les autoroutes, qui soit à 100% capital public, et par là, on procède à une renationalisation des autoroutes de manière à ce que le contribuable et les automobilistes ne soient pas lésés et que les milliards qui sont aujourd'hui perdus en dividendes reviennent dans la poche de la collectivité, dans la poche de l'État. Je pense, Monsieur le Ministre, que vous aurez reconnu ce député, puisque c'est vous, Monsieur Djebbari, qui entre-temps êtes entré au gouvernement. Et donc je suis un peu surpris de trouver cette excellente idée que nous reprenons à notre compte, qu'elle ne soit pas dans ce projet de loi mobilité. Et nous proposons de vous appuyer donc pour que nous obtenions une renationalisation des autoroutes et que ces cadeaux ne soient plus faits à Vinci. Vous le savez, il y a des contrats qui ont cours, des contrats dont je ne me sens pas comptable parce qu'ils ont été signés ou prolongés avant cette législature. Et pour autant, les rompre aujourd'hui, ça voudrait dire devoir 50 milliards d'euros, ce qui hypothèque largement nos possibles en matière d'investissement dans les transports. Oui, je suis un homme de compromis, Monsieur le Ministre, et je n'aurai pas de difficulté à opiner à un sous-amendement qui, venant du gouvernement, qui dirait que bon, on nationalise pas tout de suite, mais en revanche, à la fin de la concession, en effet, on met en place cette société à capitaux 100% publics et qui empêche un renouvellement de la concession à Vinci et compagnie. Donc voilà, il y a quand même la chose qui a changé, c'est que vous n'êtes plus seulement député, vous êtes ministre. Et donc vous avez la possibilité peut-être de porter ça plus fort, plus haut, avec plus de volonté pour l'inscrire dès maintenant dans cette loi mobilité. Dans cette affaire de nos routes nationales, l'opacité est poussée à son paroxysme, puisqu'il existe un rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général du développement durable sur l'opportunité de concéder des routes nationales. Ce rapport a été remis à Madame la ministre Borne en décembre 2018 et gardé secret depuis. J'ai demandé officiellement d'avoir accès à ce rapport par courrier au secrétaire d'État au transport, Monsieur Djebbari. Sans réponse à cette heure, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir? Non, je vous remercie. La commission, pas d'intervention. Je m'étonne quand même du silence du gouvernement. Une question précise lui est posée. Mon collègue parlementaire a demandé à avoir ce rapport. Il ne lui a pas été offert. Est-ce que ce rapport existe? Que contient-il? Prévoit-il ou non la privatisation des routes nationales? A few moments later. France Info a publié un papier en disant que ces concessionnaires autoroutiers lorgnaient sur près de 10 000 km de réseau routier en France. La ministre a répondu avec des éléments de langage sur le fait qu'il faudrait voir l'évolution de la législation, qu'elle disait rester prudente et ainsi de suite, que à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale puissent lire les conclusions de ce rapport, qu'on voit ce qui figure en matière de route nationale. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que demain, ce sera, oui ou non, Vinci et compagnie qui auront la gestion de ces routes nationales? Là où vous parlez des grands lobbies autoroutiers, ils peuvent et doivent, ces porteurs de certains projets d'infrastructure, et ils peuvent et doivent rester parfois des partenaires. On ne peut pas caricaturer au point de se couper d'éventuels montages qui donneront des solutions de mobilité à certains territoires et à certains usagers. A few moments later. Est-ce qu'on pourrait néanmoins avoir des nouvelles de ce rapport? Aujourd'hui, les parlementaires sont amenés à discuter de ça sans avoir un rapport qui dresse un avenir sur les routes nationales. Et je pense que là, ça met en cause en partie la sincérité des débats. Je crois, Monsieur Ruffin, que vous faites beaucoup de cas d'un rapport technique qui fait partie de la nombreuse liste de rapports techniques qui, effectivement, essayent d'envisager ce que peut être la meilleure gestion du réseau routier. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter la suspicion sur les travaux techniques qui sont réalisés tous les jours par le ministère. Mais puisqu'il s'agit d'un rapport technique sur un sujet technique, et puisqu'il faut lever le doute, cette ombre de suspicion, rendez-le public. Rendez-le public à minima aux parlementaires. Puisque c'est un sujet où il n'y a pas de problème, bon voilà, là,
je vous le dis, votre réponse, pour moi, c'est de l'enfumage, quoi. Bah, ça veut dire que votre réponse, clairement, c'est non, nous ne le rendrons pas public. Mais dites-le, dites-moi non, nous ne le rendrons pas public. Si vous voulez me dire pourquoi vous ne le rendez pas public, parce qu'il contient un certain nombre d'éléments qui pourraient déplaire à la population, dites-le nous également. Monsieur le ministre, moi je suis un peu choquée par votre réponse, parce que vouloir refuser un rapport qui vous a été remis, le refuser à la représentation nationale, c'est quand même un déni démocratique. Je me permets d'insister, soit il y a des informations que vous voulez nous cacher. Donc, s'il n'y a pas d'informations que vous souhaitez nous cacher, je pense que la meilleure annonce à faire dans cet hémicycle, ce serait de dire « je rends public ce rapport ». Or, à ce point de la discussion, on sent un malaise dans cet hémicycle. Vous nous dites « oui, mais c'est un rapport technique, donc il n'y a pas de raison qu'il soit diffusé ». Notre collègue Ruffin, avec juste raison, dit bah, « s'il n'est pas diffusé, nous on le souhaite connaître ». Eh bien, moi, je participe avec notre groupe à ceux qui demandent à ce que ce rapport soit connu. Je vais être très clair, il n'y a pas de projet de transfert du réseau routier national aux collectivités. Ça n'existe pas. J'espère que ça clarifie le débat. Et ça, c'est politique, c'est pas technique. Je suis désolé, mais votre ministre, elle est moins nette sur cette question. Elle dit qu'il faut rester prudente, qu'il faut voir les modes de gestion, que tout peut être envisagé et tout ça. Donc, votre parole, je ne la mets pas en cause à titre individuel, monsieur Djebbari, mais j'ai l'impression qu'il y a des voix diverses au sein du gouvernement. Non, ce que disait Madame Borne, c'est pas ce que vous avez dit aujourd'hui, et c'est peut-être pas ce que dit le rapport. Donc, à minima, mettez ce rapport sur la table. A few moments later. Pour un rappel au règlement d'abord, Monsieur le Président, des Républicains, en passant par la gauche démocratique et républicaine, la Nouvelle Gauche, maintenant Parti Socialiste, et la France Insoumise, nous avons demandé que pour la sincérité des débats concernant la loi mobilité, ce rapport soit remis. C'est pour à nouveau demander au gouvernement, il a eu le temps là de se procurer le rapport et de nous le remettre dans la pause qui a été celle de ce midi. J'ai répondu, et je le réitère ici, il n'y a pas de projet du gouvernement de transfert du réseau routier national. Je considère que la manière dont il fait traîner et il ne répond pas clairement « non, nous ne vous donnerons pas ce rapport », ça a deux conséquences. La première, c'est que c'est un non qui n'est pas dit. La deuxième chose, c'est que là où il pourrait y avoir l'éclairage, la transparence et la lumière, il y a l'ombre et du coup la suspicion. Rappel au règlement, je vous écoute, monsieur Ruffin. Oui, au nom de l'article 58.1, on est en train d'observer une loi sur les mobilités dont on y dit qu'on veut... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rappelle que dans le nouveau règlement, on ne peut pas invoquer l'article 58. Donc vous devez donner le fondement de votre rappel au règlement. Non, c'est le 1er septembre. Le nouveau règlement est en place depuis le 1er septembre. Donc expliquez-nous quel est l'article sur lequel vous vous fondez pour votre rappel au règlement, s'il vous plaît. Le bon déroulé des débats. Nous avons appris hier que la SNCF se retirait du train Paris-Rungis. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Ruffin. Je ne veux pas être procédurier. Non. Je suis garant d'un certain respect du règlement. Dans le règlement qui s'applique depuis le 1er septembre, on ne peut pas prendre la parole, interrompre les débats et faire un rappel au règlement sur le fondement de l'article 58 ou du bon déroulé des débats. Il faut pointer du doigt l'article selon lequel que nous avons enfreint dans la conduite de nos débats. J'insiste, ce n'est pas de façon procédurière, c'est pour vous réexpliquer la philosophie du rappel au règlement. Vous devez pointer dans quelle mesure le fonctionnement de cette Assemblée n'a pas été conforme au règlement. Très bien. Très bien. Sur la situation du train Paris-Rungis. Vous avez la délégation ? Non, je n'ai pas la délégation. Vous n'avez pas de délégation. Je vous remercie. Nous passons donc... Non, mais prenez le temps de trouver la personne qui a la délégation et bien sûr, je vous accorderai la suspension de séance. Nous passons à l'article 26B. Il va donc y avoir des prises de parole sur cette discussion commune. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Pour un rappel au règlement d'abord, Monsieur le Président. Monsieur Ruffin, sur quelle base? L'article 52, puisque vous dirigez les délibérations, je pense qu'il s'agit là de la sincérité des débats parlementaires. Il a été demandé ce matin un rapport produit par l'inspection générale sur la privatisation possible des routes nationales
des Républicains, en passant par la gauche démocratique et républicaine, la nouvelle gauche, maintenant Parti socialiste, et la France insoumise, nous avons demandé que pour la sincérité des débats concernant la loi mobilité, ce rapport soit remis entre les mains des parlementaires et qu'il soit pas maintenu comme il vous a été déjà précisé ce matin par le président Wesermann, vous savez que l'autre règlement a changé, quel point de règlement n'aurait pas été suivi? Et si c'est une intervention sur le fond, je vous l'indique, pardon monsieur Ruffin, 52 sur la sincérité des débats. Je vous précise que si votre intervention porte sur le fond, et je vais vous laisser la faire, évidemment, le temps sera imputé sur le temps de parole global de votre groupe. Vous avez la parole. Mais c'est pour à nouveau demander au gouvernement, il a eu le temps là de se procurer le rapport et de nous le remettre dans la pause qui a été celle de ce midi, pour que nous ayons ce rapport sur les routes nationales et leur possible privatisation. Il y a eu un certain nombre de promesses qui nous ont été faites en la matière par Madame la ministre. Très clairement, ce train roulera la semaine prochaine et il roulera aussi longtemps qu'il y aura des marchandises à transporter. 12 juillet, 17 juillet. Alors que nous venons d'entrer dans la saison basse où peu de marchandises nécessitent d'être transportées, la réunion a permis d'obtenir l'engagement des clients à reprendre cette solution ferroviaire. La liaison ferroviaire entre Perpignan et Rungis a maintenant un avenir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la vérité, c'est que sur ce train Perpignan-Rungis, où il y avait 4 trains par jour, on est passé à 3 trains par jour. On est passé à 2 trains par jour. On est passé à 1 train par jour et désormais ce seul train est supprimé. Ce train Paris-Rungis est le symbole de toute la politique de fret ferroviaire de SNCF, où on a des cimetières de locomotives et des cimetières de wagons. Cette ambition de redresser la barre, de vouloir avoir une autre orientation, il faut l'inscrire de manière forte dans une loi qui s'appelle loi mobilité. Et c'est ce que nous proposons, simplement qu'on inscrive dans la loi le fait que l'État souhaite, lutte, se bagarre pour le maintien de cette ligne Paris-Rungis, Perpignan-Rungis, pardon, qui est un enjeu, à la fois un enjeu réel, puisque c'est l'équivalent de, bon, alors selon les chiffres, entre 15 000 et 20 000 camions par an qui vont passer sur la route, mais c'est aussi évidemment un enjeu symbolique de toute la politique de fret ferroviaire en France. La réflexion, elle se poursuit, seulement à nouveau, ne nous trompons pas, ni de débat, ni de cible. Le train circulait à vide à la mi-juillet. Soit ici, nous nous concentrons sur les intentions, ce que fait M. Ruffin, soit nous nous concentrons sur l'action, l'action étant de remettre des marchandises dans le train Perpignan-Rungis. Et c'est ce que l'État fait. Mais à nouveau, je vous remercie d'attirer l'attention sur ce problème que nous partageons. Vous êtes ministre, vous ne pouvez pas laisser la SNCF à chaque fois fermer la porte sur cette question du Perpignan-Rungis. Moi, j'étais très étonnée quand la ministre Elisabeth Borne dit dans Midi Libre le 12 juillet 2019 qu'elle se trouve mise au pied du mur. C'est pas vrai. Les alertes, elles ont été tirées depuis 2016. Donc, en 2 ans, on a le temps de voir venir sur la régénération des frigos, notamment des wagons frigorifiques, qui a été laissé à l'abandon. Que la ministre des Transports déclare le 12 juillet 2019 dans Midi Libre qu'elle découvre le problème. Et si elle l'a dit, alors si vous voulez, Madame la rapporteure, je vais vous faire passer son interview, comme ça vous aurez tout l'occasion de voir qu'elle l'a dit. Donc là-dessus, il y a une obligation de résultat, Madame la rapporteure et Monsieur le ministre, et pas une obligation d'intention. Il y a un certain nombre de symboles, voyez-vous, et les Français, tous bords politiques confondus d'ailleurs, sont émus par cette affaire, se disant, mais attendez, on est en train de nous expliquer qu'il y a un texte de loi qui va améliorer les mobilités, qui va évidemment faire en sorte que le ferroviaire soit plus au présent dans le fret, et en même temps, là où quelque chose existait, certes avec des difficultés, certes avec un peu moins de volume que par le passé, eh bien, on abandonne le sujet. Vous ne pouvez pas faire autre chose que de réussir à maintenir cette ligne entre Perpignan et Rungis pour y transporter les fruits et légumes. On nous parle d'un défaut de marchandises. Mais ce n'est pas parce que Paris n'a plus besoin d'être nourri. Le ventre de Paris, il a été servi par le trafic ferroviaire, notamment le Perpignan, d'abord les Halles et puis maintenant Rungis, mais depuis le 19e siècle. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Les fruits et légumes, ils vont continuer
d'arriver dans les restaurants et dans les foyers parisiens. Donc, quand on nous parle face à ça de la réflexion qui se poursuit, de mobiliser les acteurs, du report modal qui se fait, bah oui, le report modal, il se fait. Ou plutôt, il continue de se défaire. Et il continue de se défaire dans la même direction. C'est-à-dire moins de fret ferroviaire et plus de trafic routier. La clé de voûte, normalement, du changement de mobilité dans ce pays, ça devrait être la SNCF. Ça devrait être le nœud sur lequel on s'appuie pour aller, à la fois sur les personnes et sur les marchandises, construire une autre mobilité dans le pays. Cette entreprise, en ce moment, on est en train d'y supprimer 2100 postes cette année. Il y a des alertes qui ont été lancées, notamment par les syndicats, depuis plusieurs années. Pourquoi n'ont-elles pas été entendues? À la place, ce qui a dominé l'actualité dans ce secteur-là, à votre arrivée aux affaires, ça a été le nouveau pacte ferroviaire. Le nouveau pacte ferroviaire, dans lequel il y a 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, mais 87 fois le mot concurrence. Ce n'est pas parce qu'un appel à la concurrence que le Paris-Rungis, comme symbole d'un fret, pourquoi il y a du défaut de marchandises? C'est lié à des amendements que nous avons proposés tout à l'heure. Parce que les transporteurs routiers préfèrent aller vers ce qui est le moins cher, en effet, et le moins cher pour l'instant, c'est la route. Eh bien, il faut peser pour que cette route, elle devienne plus chère, soit par des aides, oui, des subventions, des aides à cette ligne qui permettrait de mettre 20 000 camions sur les routes, soit parce que le transport routier de marchandises doit payer le vrai prix. Le vrai prix à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le vrai prix, par exemple, de destruction de la chaussée. Un camion qui passe, c'est 10 000 fois plus de dégâts qu'une automobile. Il ne paye pas le péage 10 000 fois plus, il ne paye pas des impôts sur les routes 10 000 fois plus. Donc là, si on restitue un vrai coût au transport routier, il est évident que le transport ferroviaire, il n'y aura pas besoin de subventions pour l'aider. Sur le 468 qui fait l'objet d'un scrutin public, chacun a eu le temps de regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 27, exprimé 27. La majorité est à 14 pour 6 contre 21. Cet amendement n'est pas adopté. Le 762, Madame la Présidente Rabault. Il s'agit de soutenir le train de nuit et de permettre qu'il continue d'exister. Moi, je l'ai pris régulièrement pendant toutes mes années de reportage pour France Inter, où en effet, ça permettait de... Je n'ai jamais pris l'avion pendant toutes mes années de reportage, parce qu'on sait que l'avion est 50 fois plus, voire encore davantage pour les vols intérieurs polluants que le train. Le train de nuit permet d'arriver tôt le matin sur son lieu de travail sans avoir à prendre en vol intérieur l'avion. Donc c'est une excellente alternative. Il y a d'autres pays comme l'Autriche et la Suède qui ont déjà fait ce choix de relancer le train de nuit. Donc là, c'est un choix qu'on se propose de porter à l'alinéa 5, d'ajouter au mot ferroviaire, notamment le train de nuit, y compris pour les liaisons intra-européennes. Donc d'aller vers un renforcement et non pas vers un abandon du train de nuit. Pour des raisons évidentes et d'impact environnemental et de désenclavement, ces trains de nuit ont toute leur pertinence. Et je vous confirme que la mission, en tout cas le rapport qui est en cours d'élaboration, qui consiste à étudier l'opportunité de l'ouverture de nouvelles lignes TET, inclut bien l'amélioration de l'offre des trains de nuit et que ce rapport sera apporté à votre connaissance d'ici au 30 juin 2020. C'est donc une demande de retrait, sinon avis défavorable. Si on veut que cette offre de train de nuit puisse satisfaire un certain nombre d'usagers, il faut que vous y mettiez, enfin en tout cas qu'il y ait vraiment que cette ambition soit portée par le gouvernement. Et là, c'est un petit coup de pouce avec cet amendement qui permet de porter cette ambition. Effectivement, les uns les autres, vous avez dit qu'il était important de promouvoir le train de nuit, donc tant qu'à faire, inscrivons-le dans un texte qui, justement, évoque la mobilité. Si on veut des trains de nuit, à minima, dans une loi mobilité, indiquons que nous en voulons. C'est-à-dire, mettons la pression sur les opérateurs pour dire qu'il y a une volonté politique, il y a une volonté citoyenne, il y a une volonté démocratique de permettre le développement de cette alternative ou le redéveloppement de cette alternative qui a existé, qu'on a laissé chuter. Et ça n'est pas un effet naturel du marché. Ça a été une volonté de la SNCF de se débarrasser des trains de nuit, de leur rendre les conditions les plus épouvantables pour les voyageurs, de manière à ce qu'ils abandonnent. Et par ailleurs, on a quand même un gros avantage au niveau des trains de nuit, c'est que les sillons existent. Ces heures-là ne sont pas occupées.
On n'a pas besoin d'un développement de rail à côté du rail pour faire passer des trains sur ces heures où il n'y a rien qui passe. Donc là, il n'y a aucune raison de ne pas pousser politiquement, démocratiquement, civiquement, écologiquement pour venir produire un essor du train de nuit. Ce rapport qui contiendra cette stratégie train de nuit ou qui portera les modalités d'amélioration de l'offre train de nuit sera porté à la connaissance du Parlement, je le confirme, avant le 30 juin 2020 et je crois permettra de redynamiser, pour les raisons que nous nous sommes dites ensemble, cette offre qui paraît nécessaire aujourd'hui. Je crois vraiment, Madame le rapporteur, Monsieur le ministre, vous dites qu'effectivement il y a un rapport, oui c'est vrai, mais là ce qu'on vous demande c'est de vous positionner et de l'inscrire carrément dans la stratégie et dans la programmation financière. Parce que des rapports, depuis 10 ans il y en a eu, hein, et on n'a pas avancé. Je ne vois pas de raison d'en faire un point de blocage. Vous allez rendre un rapport. Mais là, on est en train de faire une loi qui s'appelle loi mobilité. Inscrivez dès aujourd'hui, dans cette loi mobilité, votre désir de renaissance du train de nuit. Ne le repoussez pas à un rapport qui sera présenté devant l'Assemblée, qui éventuellement donnera un bout d'une loi ultérieurement et on ne sait pas quand. Allez-y maintenant. C'est un geste qui n'est pas un geste d'une puissance colossale qui est demandé là. Il y a un accord relativement sur divers bancs. Je ne vois pas la nécessité d'entamer un bras de fer là-dessus. Juste d'un commun consensus, si vous faites un sondage dans la population, tout le monde va dire oui, on est plutôt pour la renaissance du train de nuit. Inscrivez-le simplement dans la loi. 40 votants, 40 exprimés, majorité à 21, pour 16, contre 24. Il est donc rejeté. Nous passons au 377. Monsieur